De manière à permettre au pilote d'un avion de disposer d'un guidage pour la phase d'atterrissage, il existe un système électronique d'aide à l'atterrissage appelé ILS, Instrument Landing System. Créé en 1948, il s'est considérablement développé et permet aujourd'hui de faire atterrir les avions par tous les temps. Comment ça marche? Ce système comprend 3 éléments. Un localiseur, dit LOC, constitué par un ensemble d'antennes positionnées en bout de piste, qui donne au pilote l'information d'axe de piste. Un glide pass, avec une antenne verticale située sur le côté de la piste, à 300 mètres du seuil, qui fournit l'information d'angle de descente, qui le plus souvent est de 3 degrés, et un DME, Distance Measuring Equipment, co-implanté avec le glide pass, qui indique la distance par rapport au point de toucher des roues. Comme l'oblige l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, il est nécessaire de procéder à un réglage précis de ce système une fois par an. C'est le contrôle en vol. Rendez-vous est pris à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où un contrôle en vol doit avoir lieu. Le jour J, au petit matin, nous montons dans la tour de contrôle. Les avions, les aéronefs utilisent pour naviguer et pour atterrir des moyens radioélectriques. La France fait partie de l'Organisation internationale de l'aviation civile et a l'obligation de vérifier périodiquement ses moyens au sol par des équipes de maintenance, en vol, à bord d'avions que nous appelons avions de calibration, qui sont des avions de laboratoire qui doivent vérifier la conformité des moyens avec les règles internationales. Je dirige toute l'équipe de contrôle en vol qui dépend de la direction des services de navigation aérienne, qui est basée à Toulouse dans le service de la direction de la technique et l'innovation. Ce pôle comprend environ une quinzaine de personnes. Il faut passer sur tous les aéroports de France, en moyenne une fois par an pour les moyens d'atterrissage. Nous sommes responsables du contrôle en vol des moyens outre-mer. C'est une difficulté puisque nos avions ne peuvent pas bien sûr aller si loin, donc il faut organiser avec d'autres services dans le Pacifique, dans l'océan Indien. Nous avons la responsabilité des moyens militaires avec une équipe de contrôleurs militaires qui sont basés à la DTI. Donc ça fait quand même pas mal d'heures de vol. La difficulté, c'est de pouvoir gérer tout ça et avec également des moyens techniques qui sont extrêmement performants, qui doivent être améliorés constamment également. C'est le jour du calibrage, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va avoir un avion particulier qui va faire des figures pour calibrer l'ILS d'une des pistes et il va falloir l'insérer dans le trafic normal et c'est un peu délicat. Mais disons qu'en amont, il faut voir un peu avec les gens qui seront dans l'avion qui va calibrer, les gens qui sont au sol, exactement ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire. Quand est-ce qu'ils veulent débuter, par quelle figure ils veulent débuter, quelle piste ils veulent utiliser, quel ILS ils veulent calibrer. Une fois que la discussion avec les pilotes et la partie technique au sol était terminée, on a vu avec les équipes qui travaillaient ici. Donc déjà le changement de piste, puisque c'était un plus aujourd'hui d'être obligé de changer de piste. Et ensuite, quel transpondeur on allait donner à l'avion, par quoi il allait commencer, prévenir les secteurs qui allaient être concernés au premier abord. Voilà. Donc une fois que ça est fait, maintenant c'est au contrôleur de travailler. Logiquement, s'il n'y a plus de problème, moi j'ai plus besoin d'intervenir. Mais comment ça se passe? C'est une opération complexe qui nécessite de nombreux intervenants. Le jour du contrôle en vol commence par un briefing, réunissant les différents acteurs des services impliqués. Le pilote, l'inspecteur en vol, le contrôleur et le chef de tour, ainsi que l'ingénieur responsable de la maintenance. Chacun part ensuite rejoindre son poste. Le pilote et l'inspecteur partent au hangar. Les ingénieurs du service technique de l'aéroport, sur la piste. La difficulté du contrôle en vol tient dans le fait que l'avion de calibrage doit s'insérer dans le trafic aérien de l'aéroport. Pour une simplification de la communication entre l'avion et la tour de contrôle, chaque trajectoire décrite par l'avion possède un descriptif résumé à une lettre. S'il y a trop de trafic commercial, le contrôleur détermine avec le pilote un circuit d'attente de l'avion de contrôle en vol.
Ce dernier n'en partira qu'au feu vert du contrôleur. Pendant plusieurs heures, l'avion effectue de nombreux passages au-dessus de la piste. La communication entre ciel et terre est intense. Localiseur de localiseur, oui je te reçois. Michel de Loc, on est en condition d'égalité en temps et on a le valeur moniteur, des DMRS, micro et 40. Eh bien dépasse la cascade du paiement, c'est bien pris, 30 merci. Donc la spécificité d'un pilote de calibration par rapport à un pilote de transport réside dans le fait que nous effectuons beaucoup d'approches sur les terrains, donc avec beaucoup de survol à basse altitude. Toutes les approches que l'on effectue sont effectuées à la main. On ne peut pas utiliser le pilote automatique car nos instruments de guidage ne sont pas couplés avec ce pilote automatique. Nous avons suivi une formation auprès de nos collègues de la DTI qui nous ont formés à la calibration des ILS, de façon à comprendre quel est l'intérêt des trajectoires que l'on effectue. Et ensuite, nous avons une formation en vol, nous volons en double, en équipage, avec un pilote qualifié, de façon à apprendre à conduire ces trajectoires et à connaître les spécificités pour s'insérer dans le trafic d'un aéroport, par exemple. Les principes de calibration sont les mêmes sur tous les aéroports. La spécificité va être liée plus à l'environnement de l'aéroport, savoir s'il est enclavé dans du relief, auquel cas les vols à basse altitude seront un peu plus dangereux. Bien évidemment, on est aidé et nous répondons aux ordres des contrôleurs, mais pour assurer la sécurité, il faut voir les autres avions. Donc le trafic est un élément important. Donc, ma formation initiale, moi je suis électronicien de formation, donc j'ai fait un bac électronique et un BTS électronique. Et par la suite, donc, j'ai intégré l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, pour la formation d'ingénieur électronicien, qui dure 3 ans. Et par la suite, donc, j'ai intégré le service du contrôle en vol de la DGAC. Alors en fait, contrôleur en vol charge le bon rayonnement de balises, de radio-balises pour le guidage des avions à l'atterrissage. Donc je suis en charge des mesures et du dialogue en fait avec les gens au sol pour les différentes configurations des balises, et des pilotes aussi pour leur dire quelles sont les passes, la configuration de l'avion pour faire les mesures. Alors la spécificité de la TR-42 par rapport au Biche 200 qu'on utilise couramment, en fait c'est la charge d'emport. Donc on peut effectuer à la demande des expérimentations spécifiques, emporter du matériel supplémentaire ou effectuer pour notre propre compte des comparaisons sur nos propres systèmes. On est des ingénieurs systèmes plutôt spécialisés dans les systèmes d'atterrissage. Tout ce qui est ILS, VOR, DME, donc des stations au sol. Nous devons configurer la station d'une certaine façon et le contrôle en vol va enregistrer ses paramètres et nous dire exactement si tout va bien. Il a commencé par faire un roulage sur la piste, donc il y a eu un premier enregistrement. Après, donc, il va décoller, il va faire 2 axes, donc il va faire comme si l'avion était prêt à atterrir. Et après, il va nous demander de passer en certaines configurations, de mettre l'axe d'atterrissage pour nos collègues qui sont au niveau du lock, légèrement à côté de la piste, à gauche de la piste, à droite de la piste. Et donc, il va vérifier que lui, les enregistrements qu'il a à bord, c'est bien l'avion légèrement à gauche ou l'avion légèrement à droite. Avec ce système-là, il va vérifier que l'avion est légèrement au-dessus ou légèrement en dessous. Donc, nous, on va faire des modifications au niveau du signal, par exemple. Et donc, lui, il va vérifier qu'on est un peu au-dessus ou un peu en dessous. Quand on aura fini ces enregistrements-là, il fera des enregistrements au niveau de la portée, pour vérifier que pareil, le signal est bien reçu un peu partout, enfin, là où il doit être reçu. Chaque piste est ainsi vérifiée dans les 2 sens d'atterrissage. Après une journée intensive, l'avion regagne le hangar. Fin de mission. Le pilote échange avec le mécanicien qui fera un entretien programmé de l'ATR. Et comment tous ces contrôles s'organisent? Je gère les 7 contrôleurs en vol qui opèrent dans les avions, ainsi que la personne qui gère le programme hebdomadaire. Et donc je m'occupe aussi d'organiser le programme annuel. Je contacte en fait tous nos clients. Donc on a par client, j'entends les maintenances françaises, nos clients étrangers comme le Liban, la Belgique, les militaires français. Donc je les contacte en fin d'année en leur demandant leur desiderata en termes de date pour l'année suivante. Donc il faut essayer de caser dans chaque semaine un certain nombre de contrôles en vol en respectant les demandes des maintenances et des clients extérieurs. Donc déjà, nous avons 7 semaines qui sont dédiées uniquement à Roissy et au Bourget, parce que c'est vrai que c'est relativement compliqué de calibrer à ces endroits-là, vu le trafic. Donc nous avons en général 2 avions disponibles pour nos calibrations. De temps en temps, si on a vraiment un énorme besoin, on peut avoir un 3e avion qui est utilisé. Donc on essaye de conserver à peu près un nombre d'heures équivalent pour chaque contrôleur en vol, parce qu'ils ont des licences professionnelles à maintenir.
et donc ils doivent à peu près voler autant chacun. On a des minima de sécurité pour effectuer les calibrations, parce que pour des raisons de sécurité, comme nous sommes à basse altitude, on ne veut pas prendre de risques. Et donc à ce moment-là, on est obligé de jouer avec le planning pour essayer de repositionner le contrôle en vol. L'objectif, c'est vraiment à la fin de l'année, tous les moyens français doivent avoir été calibrés. Sinon, on a un risque de couper ces équipements, ce qui n'est pas très très bon pour la continuité des vols. Et comment ça va évoluer dans le futur? Depuis maintenant 10 ans, le GPS peut être utilisé par les avions pour la navigation en phase d'approche et d'atterrissage. Et depuis mars 2011, le système européen EGNOS a permis d'améliorer les performances de précision et d'intégrité du GPS, à tel point que les balises des systèmes de radionavigation conventionnels commencent à être démantelées. Lors des contrôles en vol des procédures utilisant les satellites, le contrôle en vol doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence sur les signaux reçus des satellites GPS. Nous quittons la plateforme de Toulouse-Blagnac avec un dernier regard admiratif vers le balai des avions.